Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France. Aujourd'hui, nous avons la chance de partager avec Fadi Kassem du PRCF, pôle de renaissance communiste en France. Tout à fait, bonjour, merci de m'accueillir. Deuxième entretien de la journée. Premier entretien, c'était très long, très intéressant. C'était sur le socialisme et le communisme, le marxisme et le léninisme. Notamment, eh oui. Et aujourd'hui, et maintenant plutôt, nous parlons du gauchisme et de sa contamination idéologique au niveau de la société. Donc on va parler gauchisme. Qu'est-ce que le gauchisme? Qui sont les gauchistes? Comment ça s'est passé dans l'histoire avec les gauchistes? Et que devient un gauchiste quand il a fini sa crise d'adolescence, s'il a fini. Et qu'est-ce qu'il devient? Et on va voir où est-ce qu'on les retrouve maintenant, les gauchistes. Bon, bah écoutez, on va commencer par qu'est-ce que le gauchisme? Première partie, qu'est-ce que le gauchisme? Deuxième partie, on sera plutôt sur l'historique. Et puis, après, on ira sur l'influence du gauchisme dans les formations politiques. Et puis, comment guérir du gauchisme. Voilà, ça sera la dernière partie en forme de conclusion. Alors, le gauchisme, qu'est-ce que c'est? Parle fort, parce qu'on est toujours dans notre QG de la boulangerie. Mais je vais repartir de ce que tu viens de dire. Tu viens de parler de guérir. Si on doit guérir, c'est qu'il y a une maladie. Et donc, c'est ça la définition de départ, me semble-t-il, celle que donne Lénine dans son ouvrage en 1920. Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Ça commence déjà par ça, sans que je rentre dans l'histoire, parce qu'après il y a les évolutions, mais la définition elle est là déjà quelque part. En quelque sorte, c'est le refus de quoi? D'abord d'être responsable, en quelque sorte adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Qui a conscience déjà que ses actes et ses paroles ont un impact. Influence, un impact, que c'est mettre les mains dans le cambouis, disons-le clairement, et c'est de vivre, d'analyser concrètement une situation concrète. C'est encore une fois... Être pragmatique en fait. Oui, comme Lénine, c'est ce qu'il disait, analyser concrètement une situation concrète. Alors, on rappelle que toi, tu es marxiste-léniniste. Je suis marxiste-léniniste, alors c'est vrai que ça pourrait paraître comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que eux vivent la réalité, ont mis les mains dans le cambouis et ne sont pas avec une réalité fantasmée, ce qui est très souvent le cas. Alors, les gauchistes, ils ont une perception de la réalité un petit peu déformée, post-ado, adolescent en fait. Ils sont dans le fantasme de la liberté absolue. La liberté absolue, je pense que c'est vraiment important. Il faut bien comprendre le moment où, on va en reparler après, l'un des moments où le gauchisme est à pignon sur rue en France, c'est au moment de mai 68. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a qu'un mai 68 gauchiste. Il y a d'autres mai 68, un mai 68 ouvrier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des slogans de mai 68, c'est « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire. Eh bien ça résume parfaitement, quelque part, cette pensée, c'est-à-dire la liberté absolue qu'on peut appeler tout simplement le libertarisme. Tout à l'heure, nous expliquions dans une autre vidéo que l'égalitarisme n'avait pas du tout été promu au niveau du marxisme-léninisme. C'est la même chose pour le libertarisme. Car ce libertarisme de ces gens qui ont 20 ans, des étudiants, souvent de conditions plutôt aisées, si ce n'est bourgeoises, comme on veut, eh bien ça va devenir quoi par la suite? Ça va devenir une adhésion en fait au monde libéral tel qu'il existe, et même mieux, non seulement une adhésion, mais une promotion, car ce sont eux aussi qui ont introduit le néolibéralisme aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Alors, juste pour revenir, dans leur vision d'une réalité fantasmée, ils confondent un petit peu leurs rêves et puis avec la réalité. Généralement, ils ne sont pas dans le cycle de production, ils ne sont pas dans une activité productrice. Ils ne sont pas ni au champ, ni à l'usine, ni dans le magasin, ni dans l'entrepôt, ni dans les cuisines, ni dans les chantiers. C'est plutôt des étudiants. Ça commence par un refus de l'autorité, c'est bien ça? Ah oui, c'est clairement un refus de l'autorité, sachant que pour eux, par définition,
Toute autorité, alors il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par autorité, mais pour eux, l'autorité, c'est encore une confusion avec l'autoritarisme. Hein, c'est toujours une confusion des termes. Pour eux, l'autorité, c'est par définition mettre une limite. Or, il est interdit d'interdire. Jouissez sans entrave. Donc pas d'autorité, c'est une critique de tous les systèmes de valeurs structurants en fait. De toute façon... Donc c'est critique de l'État, critique de toutes les religions. Critique des partis, à commencer par le Parti communiste. Il faut savoir qu'en mai 68, justement, le Georges Marchais dénonçait le gauchiste Cohn-Bendit, qui était en train de fourvoyer le mai 68 ouvrier, etc. Et à l'inverse, Cohn-Bendit renvoyait dans les cordes les dirigeants du Parti communiste. C'est vraiment refus effectivement de tout système, tu disais, de valeurs, d'un certain ordre, mais ordre dans le bon sens du terme. Structurant, ordre... Structurant, tout à fait. Il ne s'agit pas de parler de l'autoritarisme, effectivement, violent, qui est sur des bases totalement pourries, capitalistes, etc. Il ne s'agit pas de dire ça. Mais pour eux, si. C'est-à-dire que toute limite, toute règle est inacceptable parce qu'elle est une atteinte à la liberté. Et en réalité, une atteinte à la liberté qui est très souvent une atteinte à sa propre liberté à soi. Car c'est un mouvement souvent, en réalité un mouvement qui est relativement égocentrique, c'est-à-dire centré sur soi. En fait, c'est centré sur sa propre jouissance. Oui. Jouir sans entrave, ça c'est mai 68. Jouissez sans entrave. Donc ça, c'est du gauchisme. On peut le qualifier de ce point de vue de gauchisme. Pourquoi? Parce que ça rejoint cette question de l'interdiction d'interdire. Mais il faut bien comprendre, alors soyons clairs. L'idée, c'est de généraliser ce principe-là à tout le monde. Seulement voilà, tout le monde n'est pas dans cette logique. Et d'un certain point de vue, ceux qui considèrent qu'il doit y avoir des règles dont on doit discuter du fondement de la philosophie profonde. Il ne s'agit pas de dire que toutes les règles sont bonnes, ce n'est pas vrai, il y a de mauvaises règles, et qui doivent être dans ce cas-là détruites pour être remplacées par d'autres. Mais pour être efficace, on est obligé d'être structuré. Ah Nous, on le voit au niveau des Gilets jaunes. Quand tu fais une opération, tu es obligé d'être structuré, sinon c'est un merdier, c'est un foutoir, et là, il y a risque d'accident, il y a risque d'arrestation, il y a risque d'amende, et il y a risque même pour ta propre vie et la vie des collègues. N'importe quelle société humaine a besoin d'un minimum de structuration. Et cela dit, je ne dis pas que les gauchistes sont absolument contre toute structuration de base, mais disons que globalement, tout projet de tentative d'organisation de la société à une certaine échelle, au moins régionale et si ce n'est plus, est perçu comme quelque chose de totalement attentatoire aux libertés. Et ce qui compte le plus, c'est le libertarisme individuel finalement. C'est un mouvement dans le fond fondamentalement égocentrique. De jouisseurs, égocentriques. Mais alors si on est là-dessus, on est très proche finalement du prédateur, du potentiel prédateur financier. C'est perméable. Il n'est pas surprenant de constater que, c'est ce que je dis souvent quand je donne des cours à des étudiants, je leur dis, vous savez, à 20 ans, vous êtes un révolutionnaire aux cheveux longs qui ne dit pas son nom parce que vous êtes étudiant avec de bonnes intentions. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes intentions, au départ il peut en avoir. Pour finir à 40 ans, un gros capitaliste exploiteur, parce que du passage du libertarisme au libéralisme, il est très rapide et on a des tas d'exemples dans l'histoire qui le démontrent. Il suffit de se dire que la plupart des gros patrons capitalistes des années 80-90 qui vont imposer le néolibéralisme aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. C'est Guéla. En tout cas, prenons un des cas les plus intéressants, me semble-t-il, qui résume parfaitement le problème, c'est M. José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et qui a commencé comme maoïste à la fin des années 60 et début des années 70 au Portugal. Alors on va revenir après, plus tard, entre les liens entre gauchisme et maoïsme. Alors là, pour continuer, essayer de comprendre, après on n'a pas la science infuse, on essaye de comprendre, il y a un refus de la frontière. Frontière extérieure, frontière intérieure. Donc en soi, il n'y a pas de... C'est la révolution des mœurs en fait. Il n'y a pas de règle morale. Il n'y a aucune règle de ce point de vue. C'est-à-dire que... Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il y a quand même une notion de bien et de mal qui existe chez eux. Si tant est que pour eux, le bien, c'est leur conception du bien, ce qui est normal. Mais j'insiste sur un point. C'est vrai que la confusion bien-mal est possible à partir de là. Tu parlais de frontières. Moi, je dirais tout simplement une limite. Il est clair que les frontières sont perçues comme un mal absolu et forcément source de guerre, de nationalisme, etc. Donc c'est les no-borders. Les no-borders sont des gauchistes ? En tout cas, franchement, ils correspondent aux critères.
Honnêtement. Alors derrière, bah, c'est toujours des bons sentiments, bien sûr. En face, tu as des humains qui souffrent, etc. Mais ce ne sont que les conséquences, finalement, de choses beaucoup plus profondes. Le capital qui fait venir des travailleurs de l'autre bout de la planète à leur risque et péril. Les gars, ils risquent leur vie en traversant toute l'Afrique, la Méditerranée, etc. Oui. pour servir de variable d'ajustement d'appoint au capital, Oui. pour baisser les salaires, faire une pression, c'est du dumping salarial. Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu es patron, on va dire patron d'un petit restaurant, tu as le choix entre prendre un clando qui va accepter tout, qui va accepter de ne pas être payé en heures supplémentaires, enfin bref, Tu vas pas avoir le choix, de fait. qui sera jamais syndiqué et qui sera corvéable à merci, ou un gars qui va être déclaré, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, dumping salarial. Est-ce une surprise si le MEDEF s'est prononcé fin 2011, début 2012 dans un manifeste qui s'appelle Besoin d'air, AIRE, on voit l'air géographique, si le MEDEF s'est prononcé en faveur d'une ouverture totale des frontières pour avoir des mouvements migratoires sans contrôle? Est-ce une surprise? Est-ce une surprise si un des anciens numéro 2 du MEDEF s'appelle Denis Kessler et a commencé comme étant un gauchiste quand il était étudiant? Est-ce vraiment une surprise dans le fond? Alors là, tu es en train de nous dire que les gauchistes ont la même vision politique finalement que le grand patronat? Ce que je suis en train... Alors, non, dans le sens où ils ne sont pas dans le même camp, on va dire, au moins au départ idéologiquement. Mais ce que je dis, c'est qu'un certain nombre de gauchistes, quand ils étaient jeunes, sont par la suite devenus effectivement des suppôts, si ce n'est des moteurs, du patronat. Et c'est le cas de Denis Kessler, ça a été le cas de José Manuel Barroso dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le cas aussi, je le signale, d'un certain nombre d'hommes intellectuels, médiatiques, etc., gauchistes à 20 ans, et qui après vont servir la soupe aux intérêts du grand capital. Je pense par exemple à Michel Field. Michel Field qui a commencé au niveau de je crois que ça s'appelait la gauche prolétarienne, je crois qu'il était là-dedans, au début des années 1970. En tout cas, il était dans un mouvement très clairement gauchiste de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il va vendre son label sur France 2, après il fera de la pub pour Casino, pour vendre les intérêts du groupe Casino, et en 2005, il est là à animer un débat en faveur de la Constitution européenne, un débat, je précise, organisé par l'UMP et par Arnaud Lagardère, qui était alors son patron. Bon, est-ce une surprise? Alors, les gauchistes, c'est aussi le spontanéisme. Le spontanéisme, pour bien comprendre ce que c'est quelque chose que, en tant que léniniste, nous condamnons. Pourquoi? Ce n'est pas la spontanéité. Encore une fois, il est important de distinguer en termes de vocabulaire. Il est normal qu'il y ait des réactions spontanées, c'est normal. Et spontanément, il peut avoir un soulèvement. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est pas qu'il y a un soulèvement spontané. Le problème est que ce soulèvement spontané devienne spontanéiste, c'est-à-dire reste toujours spontané, qu'il n'y ait pas d'organisation derrière. C'est ça le véritable problème. Le refus de s'engager dans des organisations et d'accepter un minimum d'organisation. De structuration, etc. Et ce spontanéisme des masses, il est condamné par Lénine, et nous le condamnons parce que nous considérons qu'à un moment donné, en face, eux, ils sont organisés. Encore une fois, si on repart d'une barricade, il y a deux camps dans une barricade. Et imaginons un camp où il n'y a aucune organisation, c'est la désorganisation totale, le bordel total. Et imaginons qu'en face, et c'est pas imaginons, c'est le cas, il y a un camp qui est clairement, lui, organisé. Donc ceux qui font la promotion de la désorganisation de notre côté de la barricade sont des ennemis et des ennemis de notre classe. Des idiots utiles. Des idiots utiles et donc des ennemis de notre combat d'émancipation. Ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais oui, ce sont des idiots utiles qui servent les intérêts du camp d'en face. Un camp d'en face qui, au passage, lui, a clairement conscience de ses intérêts de classe. C'est après tout un ancien grand patron, enfin un grand patron d'ailleurs, Warren Buffett, qui disait très clairement que oui, la lutte des classes, elle existe, et sauf que lui, il est du côté du bon côté, celle de la classe qui gagne. Alors, est-ce qu'ils sont tolérants, les gauchistes ? Est-ce qu'ils sont démocrates, tolérants? Est-ce qu'ils sont ouverts à l'échange d'idées? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu sectaires tout de suite en disant on ne peut pas discuter avec toi, on ne veut pas discuter avec toi, etc. Quel est leur positionnement par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont ouverts à la discussion avec des personnes qui ont d'autres visions du bien commun que la leur? Il y a de tout, mais très franchement, pour avoir déjà eu affaire à des expériences de ce genre, la discussion s'arrête très vite.
C'est-à-dire que nous avons pu voir, en tant que tu m'as présenté à juste titre comme le numéro 2 du PRCF, nous avons déjà eu affaire à des gauchistes qui, par exemple, n'acceptaient pas de voir à côté du drapeau rouge le drapeau tricolore que nous mettons. Parce que pour nous, le patriotisme et l'internationalisme vont de pair. Nous ne sommes pas dans une logique de zéro frontière absolue, d'ouverture totale, comme ça, qui en réalité sert les intérêts du grand capital. Donc tu es en train de nous dire que finalement la nation, ça serait comme une maison, on a une porte, des fenêtres, le soir on les ferme et puis on laisse rentrer qui on veut, au niveau des droits de douane, au niveau des régulations sanitaires, on pense à tous les traités avec la viande, aux antibiotiques, ou nourris aux farines animales, etc. Si on ne se protège pas, ça c'est le but des politiciens aussi, au sens noble du terme, protéger sa population, sous couvert de libéralisme et finalement on peut faire rentrer tous les types de poisons possibles dans l'alimentation des gens. Ce qui est certain, c'est que si on prend la totale liberté de circulation, la totale liberté de circulation des capitaux, des services, des marchandises, des hommes, je signale que c'est quand même le principe de base de l'Union européenne. Bon, on ne peut pas dire que l'Union européenne soit une structure spécialement favorable au bien commun et surtout des populations. Donc nous, l'objectif, c'est de dire quoi? Nous refusons deux principes qui pour nous sont totalement absurdes. Le premier, on l'a dit, l'absence de frontières, où à un moment donné, il faut un contrôle. La libre circulation des capitaux, ça tue les intérêts des travailleurs. Et d'un autre côté, nous sommes aussi contre le principe du frontiérisme absolu, où il n'y aurait absolument plus aucune circulation, et puis y compris notamment celle des hommes. Mais passons, parce que en ce qui nous concerne, nous avons une position médiane. Bien sûr qu'il faut savoir contrôler, bien sûr qu'il faut savoir fixer des règles, et des règles qui doivent permettre d'avoir un traitement qui assure une égale dignité pour tout le monde. Mais alors, comme les gauchistes considèrent leur vision du bien commun comme la seule possible, très souvent, ils ne seraient pas un petit peu sectaires, voire missionnaires avec les autres? Ça peut tomber dans le sectarisme, très clairement. Nous en avons déjà été victimes, je le dis très clairement, dans le fait, par exemple, de nous faire arracher des drapeaux tricolores parce qu'on les avait mis à côté des drapeaux rouges. Parce que, je répète, les deux vont de pair. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. C'est ce que disait Jean Jaurès. Et à ce sujet, je tiens à préciser que, au-delà, nous avons déjà vu des gauchistes, en effet, qui nous traitent de rouge-brun, de fascistes, de je ne sais quoi, sans nous avoir sans jamais avoir discuté avec nous. Et quand bien même on pourrait essayer, on ne comprend rien, on ne connaît rien, alors que justement... Ils passent dans l'hystérie, en fait, ils ne sont pas dans le dialogue. Parfois, oui. Alors, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais moi, souvent, je me suis retrouvé dans cette situation face à des gauchistes. Alors, on va faire un rappel sur ce qu'est le fascisme politique et le fascisme dans les actions. Le fascisme, c'est imposé, alors tu me dis si tu es d'accord ou pas, c'est imposé par la force ou la contrainte ses idées, sa vision des choses. Oui, il y a de ça, mais pas seulement. Mais d'un point de vue politique, c'est autre chose, c'est le culte et l'acceptation de la force, en fait, le culte de la force de l'État, mais avec l'État aussi. Ah oui, clairement. C'est très étatique. Ah oui, c'est étatiste possible. D'ailleurs, je pourrais citer des passages de Mussolini qui met vraiment en avant cette idéologie favorable à l'État, mais un État qui est là pour répressif, qui tape sur les syndicats, qui tape sur les partis, à commencer bien sûr par le Parti communiste, qui considère que rien de spirituel n'existe hors de l'État. Voilà, c'est vraiment un culte absolu de l'État. Et alors en plus avec un fond qui est très clairement raciste et antisémite, et encore plus bien sûr dans l'Allemagne nazie, cela va de soi, puisque le nazisme est un fascisme poussé dans une extrémité terrible. Mais j'ajoute que quand même, le fascisme, pour moi aussi, et pour l'analyse que nous en faisons en tant que marxiste-léniniste, c'est une déviation de ce qu'on appelle la démocratie libérale. C'est-à-dire que dans le fond, le fascisme, c'est le dernier rempart qui reste lorsqu'une démocratie libérale, ou dit-elle, est en crise. Pourquoi? Parce que justement, le capitalisme est en crise. Et que dès lors, la solution fasciste n'est pas forcément un problème pour une démocratie dite libérale. Ça s'est vu dans l'Allemagne de Weimar en 1932-1933. Ça s'est vu dans l'Italie des années 21-22, où des expéditions punitives visaient les campagnes, les bourses du travail et les partis communistes, parce que ça chauffait justement dans les industries de Turin, dans les campagnes du sud de l'Italie. C'est aussi ça le fascisme. C'est une méthode, c'est une idéologie, c'est
c'est vraiment la promotion de cette violence d'État érigée en absolu, mais c'est également une haine absolue du marxisme-léninisme. D'ailleurs, on l'a vu historiquement. Alors, on va revenir, c'est une aparté extrêmement intéressante, on va revenir sur qui sont les gauchistes. Alors, les gauchistes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de journalistes, d'intellectuels, d'universitaires. Oui. Est-ce qu'on peut être ouvrier dans le bâtiment et être gauchiste? Bon, c'est très rare. Pourquoi? Bon, déjà parce que, encore une fois, le gauchisme est très intellectualisant. Je dirais intellectualisant, pas intellectuel, intellectualisant. C'est-à-dire toujours dans une critique. La critique, elle doit exister, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, n'importe qui a normalement un esprit critique dans la vie de tous les jours. Voilà. Sauf que là, ça devient une critique systématique, qui devient un système de pensée tel que n'importe quel parti au pouvoir sera finalement conçu comme par définition autoritaire, qui veut faire le mal, qui n'agit pas pour le bien par exemple des classes populaires, etc. Je dis ça parce que Lénine se retrouve exactement face à ces critiques en 1920, 1919, en pleine guerre civile. Il faut rappeler quand même qu'il y avait la guerre civile et guerre internationale en Russie. Bon, Lénine avait quand même pris comme décret avec ses camarades bolcheviques, parmi les premiers décrets, la fin des pogroms juifs, le fait de distribuer les terres en autorisant les petits paysans à avoir la propriété privée, c'était le fameux décret sur les terres. Donc c'était les grosses terres, les grosses propriétés privées des nobles et de l'Église, d'accord, qui étaient réquisitionnées et partagées. Hein, c'était le principe justement, mais sans toucher à la petite propriété à ce moment-là des petits paysans. Ce sont les décrets que l'on retrouve à l'époque. Donc les koulaks pouvaient garder leurs terres? Les koulaks, c'est venu après, c'est autre chose. Ça, c'est sous Staline. Ça, c'est après, c'est autre chose. Mais en tout cas, les petits paysans de base, ils avaient le droit d'avoir eu un petit morceau de propriété dans les tout premiers décrets pris qui ont été adoptés à la fin octobre 1917. Quand je dis fin octobre, c'est le calendrier russe de l'époque. De même que Lénine a mis en place l'égalité civile, la possibilité du divorce pour les femmes, etc. Enfin, on était vraiment dans une logique d'égalité, de dignité, etc. Alors évidemment, n'a pas été perçu forcément. Vous savez, un gauchiste, il regarde toujours ce qui ne va pas. Lui, il n'y a pas de verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre est finalement toujours vide. Il ne regarde que le côté vide. Il n'y a jamais de verre à moitié plein. Et est-ce que les gauchistes rentrent dans le processus électoral de conquête du pouvoir par des assemblées? Alors, est-ce que les assemblées, c'est possible? Les AG, les assemblées Ils y sont. Oui, bien sûr, mais comment ça s'organise? Comment ça monte? Ils y sont. Ça influence, ils influencent très clairement, ils diffusent des mots d'ordre, ce sont souvent ceux qui vont justement pointer les contradictions, parce qu'il y a des contradictions, par définition la contradiction fait partie de l'être humain, des politiques menées. Si vous me dites que Lénine n'a jamais eu de contradiction, je vous dirais bah si, il en a eu, c'est pas le problème. Le problème c'est d'arriver à avancer à partir des contradictions pour aller dans un sens bien défini. Un gauchiste ne s'amuse qu'à repérer très souvent les contradictions et donc d'être dans une attitude presque inquisitoriale, accusatoire. Dès lors, forcément, l'objectif, est-ce que c'est de prendre le pouvoir? Le problème, c'est que quand on veut prendre le pouvoir et l'exercer, il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis. Les marxistes-léninistes voulaient prendre le pouvoir et accessoirement l'ont pris. Un gauchiste qui prend le pouvoir, je ne connais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il refuse le processus électoral par principe. Ça ne veut pas dire que nous sommes des fanatiques, nous sommes contre, par exemple, le devoir de vote, ce genre de choses. Nous considérons que l'abstention peut être une arme utile et doit être utilisée comme il le faut. Lors des dernières élections européennes, le PRCF a très clairement appelé à l'abstention citoyenne parce que voter, c'était légitimer la Commission européenne, l'ensemble de l'Union européenne qui détruit tout. Donc nous savons dire non à un processus électoral. Mais on ne va pas faire la promotion du PRCF, c'est pas fait pour ça. Bien sûr, mais j'explique le principe qu'il faut savoir accepter un processus électoral quand il peut servir les intérêts d'un mouvement populaire, etc., à un moment donné, et inversement, s'abstenir lorsqu'on se rend compte que ces élections vont aller à l'encontre. Alors là, tu es en train de nous parler en tant que gilet jaune, parce que toi aussi tu es gilet jaune. Tu es en train de nous parler à la fois des municipales et des européennes. Oui. C'est ça? Les européennes où finalement on s'est abstenu, on n'a forcé personne, on n'a dit rien du tout. Mais bon, on savait que c'était un jeu de dupes de toute façon. Tout à fait. Donc, et Macron avait tout misé là-dessus.
Son objectif, c'était de faire en sorte que la participation soit la plus élevée possible pour pouvoir dire vous êtes bien gentils les Gilets jaunes, mais regardez, les Français ont décidé, et ils ont décidé en faveur de, c'était l'objectif d'Emmanuel Macron, ils ont décidé en faveur de deux formations principales, la mienne et le Rassemblement national. Et ben voilà, on a les deux compères, les deux faces, voilà. Les deux faces de la même médaille. Tout à fait. Mais alors, les municipales, mars 2020, c'est autre chose. Ah oui. Là, on peut faire des choses intéressantes. Ah oui, oui, on peut aller vers le municipalisme libertaire qui n'est pas du gauchisme. C'est autre chose. Alors après, c'est toujours le même problème. Le municipalisme n'est en soi, dans l'absolu, très bien. Le problème, c'est de savoir dans quel cadre ça se passe. Faire du municipalisme dans une grande métropole comme Paris, c'est mort. C'est très compliqué. Nous, très clairement, les Gilets jaunes, je pense, effectivement, nous devons nous impliquer dans ces élections municipales avec un programme bien établi, etc. Et notamment, me semble-t-il, sur des questions centrales, comme par exemple la défense des services publics, parce qu'un service public, c'est d'abord un ancrage territorial. C'est un hôpital qui n'est pas loin qui ferme, c'est une école maternelle qui ferme. Combien d'écoles maternelles et primaires des espaces ruraux ont été détruits, et les gares, fermés, et les postes, les gares, les postes, mais c'est terrifiant. Et le désert médical. De toute façon, tout ceci... Parce que là, on t'accueille à Montlhéry, mais tu sais que tu es en désert médical ici. Hein. Je le sais. Et s'il y a un pépin, aux urgences, tu es entre 4 et 12 heures d'attente. Oui, mais j'en suis parfaitement conscient. Et ce municipalisme, il nécessite donc de s'engager effectivement dans les élections sur une base claire de défense des services publics, de dénonciation de l'eurométropolisation, c'est-à-dire de favoriser des espèces de grandes métropoles qui seraient davantage dans une logique européiste et qui donc entraînent une désertification en concentrant tout à leur sein. D'ailleurs, tout en leur sein pour des populations qui, au sein des centres-villes, elles sont très aisées, donc n'ont aucun problème à accéder aux services publics ou aux services tout court. Et de surcroît privatiser, ça ne les dérange pas. De toute façon, elles peuvent payer, elles ont les moyens la plupart du temps. Donc il est indispensable de se battre pour la défense de ces territoires, de ces communes rurales, de ces petites communes urbaines, de la défense de ces services publics, mais tout en ayant conscience que ce n'est pas seulement à l'échelle municipale, locale que se réglera le problème. Car il y a des décisions prises au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, et quelque part donc mondialiste, disons-le clairement, qui ont des conséquences gravissimes pour la destruction des services publics. Bien sûr. Comment être déjà en démocratie sans souveraineté? Déjà, grande question. Eh bien, j'aimerais au passage ajouter quelque chose. Puisqu'on parle toujours de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'aimerais préciser qu'il y a un article qui est très rarement signalé. C'est bien dommage, il devrait être connu. C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que je vais retrouver, c'est le principe de toute souveraineté. Voilà, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ça, c'est la constitution du 26 août 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Essentiellement. Donc, Lénine, on va revenir, hein, on aurait pu parler des monnaies locales. Bon. Pour punir les entreprises qui font de l'évasion fiscale, hein, l'optimisation fiscale, pour maintenir la liquidité et la richesse dans le tissu artisanal, paysan, ouvrier, local. Bien sûr, bon, là, ça serait à la limite une autre vidéo. On va revenir à Lénine. Lénine disait des gauchistes, la maladie, c'est ça? Maladie infantile du communisme. La maladie infantile. Donc c'était une maladie, pour lui c'était une maladie. Ah bah, fondamentalement, quand on est dans l'exercice du pouvoir et qu'on se retrouve avec des personnes que la critique existe, encore une fois, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle est constructive finalement. Que cette critique serve les intérêts du camp d'en face, donc serve en fait la réaction, la contre-révolution, alors là il y a un problème. Voilà. Alors, Lénine... Il n'y a que deux camps, il n'y a que deux côtés pour une barricade, de toute façon. Après Lénine, les hippies. Les hippies étaient-ils des gauchistes? Oh oui, de toute façon, par le comportement, c'est évident. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce qui est très intéressant, il y a un point commun dans le fond. C'est toujours cette condamnation de ce qui est qualifié d'autoritarisme. Alors, il existe des formes réelles d'autoritarisme. Hein, les dictatures militaires d'Amérique latine, etc., il n'y a pas de problème. Mais tout est perçu très souvent comme autoritaire, voire autoritariste. Il est interdit d'interdire.
Donc, par exemple, fumer des pétards, bon, bah, c'est super, c'est la liberté, je suis libre de fumer un pétard si je veux. Bon, je tiens à rappeler quand même qu'historiquement, si on prend un peu de géopolitique, il a existé ce qu'on appelait les guerres de l'opium. Lorsque les souverains chinois, l'empereur chinois refusait que les Britanniques puissent libéraliser le commerce de l'opium parce que l'empereur chinois se disait quand même, c'est un peu en train de droguer ma population accessoirement. Eh bien, les Britanniques ont fait une guerre au nom du libéralisme économique, du libre-échange, et ont imposé à partir de là des traités inégaux, c'est pas pour rien, à la Chine. Tout ça pourquoi? Pour permettre le libre commerce de l'opium. Donc les hippies, c'était pas seulement la marijuana, c'était aussi le LSD. Après, moi, à vrai dire, n'ayant pas été hippie, j'ignore exactement ce qu'ils prennent en détail, mais je me doute qu'il va y avoir pas mal de choses. Alors, après, on a mai 68. Ah bah, mai 68, c'est le grand moment. Et le lien avec les maoïstes, voilà, avec les gauchistes et maoïstes, comment s'est fait cette convergence? Et si on pouvait parler un petit peu du maoïsme, et comment ça a été géré par rapport à cette révolution permanente. Et voilà, bref. Alors déjà, chose intéressante, mai 68. Il faut savoir qu'en 1968 est publié un ouvrage qui s'appelle Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme. Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme. Donc on voit bien l'opposition entre gauchisme et communisme, je précise marxiste-léniniste en fait. Auteur de cet ouvrage, Daniel Cohn-Bendit. Ce n'est pas véritablement une surprise lorsqu'on connaît la suite du parcours de Daniel Cohn-Bendit, comme tant d'autres. Leur haine du marxisme-léninisme, elle se retrouve notamment chez des groupes maoïstes. Des groupes maoïstes qui sont des étudiants à l'époque, là encore, qui effectivement, entre parenthèses, déforment en partie, d'ailleurs, l'action ou la pensée de Mao. Mao a pu faire des choses très intéressantes pour la Chine. Bon, il y a eu des ratés incontestables, il y a eu des erreurs graves, des millions morts. Il y en a eu. Des millions de morts. Nous le savons. Seulement, voilà, en quoi a consisté le maoïsme à un moment donné? C'était le principe de la révolution culturelle. Le nom exact étant la grande révolution culturelle prolétarienne. Il y avait cette idée que des étudiants allaient partir à la conquête des campagnes pour pouvoir diffuser la pensée du petit livre rouge de Mao. Bon, par rapport à ça, l'idée qu'il y ait une avant-garde conscientisée, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est devenu progressivement, en effet, un mouvement totalement incontrôlé où il y a eu des victimes, incontestablement, des paysans qui n'ont pas toujours adhéré sur le principe, immédiatement au principe du maoïsme. Donc ils voyaient des cons d'étudiants débarquer dans leur campagne et leur expliquer qu'ils faisaient du mauvais travail et qu'ils pensaient mal. Il les mettait à l'autocritique avec des pancartes autour du cou. Quand bien même, d'ailleurs, ils auraient mal fait le travail. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est comment convaincre. C'est ça le problème, c'est comment convaincre. Et ce qui est intéressant, c'est que le maoïsme a été perçu de manière très positive par pas mal d'étudiants gauchistes. En Chine. Et puis en France, puisqu'on parlait de la France, faisons lien avec la France. Et il n'est pas étonnant de constater qu'un certain nombre de maoïstes en ont profité à partir de là pour condamner ce qui leur apparaissait comme quelque chose de ignoble, de anti-liberté, à savoir l'URSS, qui d'ailleurs pouvait être critiqué sur pas mal d'aspects. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça affaiblissait le camp socialiste, cette critique systématique de ce qu'on a appelé le totalitarisme de gauche. Et c'est à cette époque que s'est développée la fameuse gauche antitotalitaire. Cette gauche antitotalitaire, qui sont ces gens? Tous ces nouveaux philosophes, les Bernard-Henri Lévy, les André Glucksmann, le Stéphane Courtois, devenu un grand expert du livre noir du communisme et qui, il y a 2 ans, a sorti un ouvrage qu'il a appelé Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Bon, la boucle est bouclée. Ce sont ces gens qui ont été profondément maoïstes dans leur passé, qui par la suite en réalité se sont convertis à quoi? À l'ordre capitaliste, impérialiste, atlantiste, européiste, bref, à tout ce qui est en réalité combattu à l'heure actuelle par les Gilets jaunes et par des formations comme le pôle de Renaissance communiste en France. Là, tu nous refais encore de la pub pour PRCF. Bon, au niveau du maoïsme, ouais. Est-ce que Mao a été dépassé par ces gauchistes? Je pense que oui. Franchement, oui. En partie. Comment il a géré ça? Il a fallu mettre un stop à un moment donné et l'armée a dû intervenir. Mais pourquoi Mao a-t-il utilisé les gauchistes
dans son processus révolutionnaire, sachant que les gars sont bien obtus, sectaires, et dans une vision missionnaire du bien. Le problème, être gauchiste, on peut dire être gauchiste ou avoir un comportement gauchiste. C'est-à-dire qu'on peut très bien être animé de bonnes intentions dès le départ et par son comportement devenir gauchiste. On n'est pas gauchiste par nature, je dirais, mais on le devient très rapidement à partir du moment où on est incapable de faire face à ce qu'on a dit, à la situation réelle. Lorsqu'on regarde la réalité des choses à un moment donné. Et lorsque l'on refuse, et ça c'est important, toute limite, n'importe quelle limite aussi petite soit-elle, alors je ne dis pas qu'ils peuvent accepter quelques règles, c'est évident, mais souvent des règles qui partent avant tout de leurs propres intérêts à eux, de leur propre être à eux, si j'ose dire. Beaucoup moins dans une logique d'intérêt collectif, de volonté générale. Alors là, on est quand même très loin des gilets jaunes, parce que dans les gilets jaunes, c'est l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. C'est évident. Parce que, mais en réalité... Donc on ne peut pas être gauchiste et gilet jaune. Ça me paraît difficile. Moi je pense que quand on œuvre pour le bien commun, ça ne veut pas dire, entre parenthèses, que par définition œuvrer pour le bien commun, c'est refuser de reconnaître l'individu. Ce n'est pas vrai, seulement l'individu s'épanouit dans un cadre collectif, commun. Sans quoi il est très difficile. En étant citoyen, en devenant citoyen. Notamment, évidemment. Et un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse tous les jours enfin tous les jours, en tout cas s'intéresse régulièrement et s'implique régulièrement dans la gestion. S'investit, mouille le maillot, Oui, met les mains dans le cambouis et ne reste pas en dehors en se contentant de distribuer des mauvais points de conduite, parce que ce sont souvent d'ailleurs des mauvais points de conduite, on entend très rarement les bons points de conduite quand il y en a. Voilà, alors évidemment avec les dirigeants actuels que nous avons dans le pays, on ne risque pas d'en donner beaucoup des bons points. Mais on constate qu'historiquement, ce sont toujours les mauvais points qui sont mis en avant. Donc finalement, c'est de la critique perpétuelle. Oui, petite bourgeoise, disons-le clairement. Des enfants de la bourgeoisie en rébellion contre les parents, quoi. On renvoie à l'expression maladie infantile. Alors, on en a d'autres, hein, des gauchistes en France. Donc on parlait de BHL. Philippe Val. Disons, il s'est fait connaître avec un label très libertarien. Voilà. Maintenant, il est devenu complètement réactionnaire, mais ça, c'est pas étonnant, parce que, encore une fois, le libertarisme et l'ultralibéralisme se rejoignent. C'est pas pour rien qu'on parle du libertarisme libéral, quoi, en quelque sorte. Alors, ils sont très libéraux d'un point de vue économique et très libertaires d'un point de vue moral, éthique, etc. Tout est permis. C'est un monde de prédateurs, en fait. C'est souvent le risque. C'est pas, encore une fois, la révolution néolibérale a été introduite en France, aux États-Unis aussi d'ailleurs, par des personnes, pas toutes, évidemment pas toutes. Il y avait aussi des capitalistes classiques de droite, etc. La question ne se pose pas. Mais disons que, oui, parmi ceux qui ont introduit le néolibéralisme en France, on retrouve des gens qui venaient de cette gauche antitotalitaire, comme il se prénomme si bien, de ces gauchistes qui considéraient qu'il est interdit d'interdire. Ça va très vite. La totale liberté de circulation, ça peut être de n'importe quoi, après tout. L'Union européenne, ça en sait très bien quelque chose. On les retrouve beaucoup sur les combats sociétaux. Tout à fait. Jouer la division, parce que forcément c'est clivant. Il y en a qui ont plus ou moins d'affinité pour les gros, les chauves, les gars qui commencent à être chauves, etc. Ou les grands, ou les bruns, tout ce que tu veux. Ouais. Alors que sur le combat social, sur le sérieux du sur combat, la lutte des classes, et sur le combat contre l'accumulation du capital aux mains des oligarques et des puissances financières, on parle de la création monétaire, on parle de la dette odieuse et illégitime, on parle des médias de masse de propagande qui appartiennent à 10 oligarques en France. On parle de la Constitution qui est écrite par ceux qui devraient la craindre. Eh bien, on ne les entend pas, en fait, là-dessus. c'est du pouvoir. Parce que là, on touche à quelque chose de sérieux. Il faut rester sur du clivant, du divisant. En fait, c'est vraiment les idiots utiles du système du pouvoir profond. Les idiots utiles, c'est une expression qu'employait déjà Lénine. Alors bon, donc ça n'a pas changé. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir, de l'exercer véritablement, de mettre les mains dans le cambouis, alors là on trouve beaucoup moins de monde. Et en effet, l'avantage d'un clivage sociétal, de ces questions qui touchent à la religion, à l'orientation sexuelle, à que sais-je encore, c'est ce qui permet à la fois
ça divise, c'est vrai, ça permet de se positionner toujours dans une attitude d'indignation. Indignez-vous. Indignez-vous, mais par contre, on ne fait rien d'autre que s'indigner. C'est très très bien, mais en quoi ça fait avancer un problème fondamentalement? Donc ça te donne bonne conscience d'être gauchiste, Tout à fait. mais tu n'as aucun impact sur la réalité. Non. Voilà. Ok. Si peu. Donc là, ça nous amène à Nuit debout. La dernière grosse expérience gauchiste. En tout cas, il est clair que... Alors, il y avait de tout dans Nuit debout, très franchement. Mais ce qui est clair, c'est que prédominait plutôt une logique où j'ai eu l'impression à certains moments, pas chez tout le monde, loin de là, hein, je ne dis pas toutes les personnes de Nuit debout, il y avait des gens tout à fait sincères, etc. Mais disons que parfois j'ai l'impression d'une grande thérapie de groupe qui, dans le fond, n'allait pas aboutir à la prise du pouvoir, et d'ailleurs n'a pas abouti à la prise du pouvoir. De surcroît, je me méfie toujours d'un mouvement qui, dans le fond, avait rencontré une certaine sympathie de la part des grands médias dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est peut-être une des grosses différences qui existent avec les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que d'entrée, les Gilets jaunes étaient brocardés, stigmatisés, comme étant tout ce que l'on veut, antisémites, d'extrême droite, je ne sais quoi encore. Curieusement, chez Nuit debout, on a beaucoup moins entendu ceci. Au niveau des personnages qui ont des positionnements gauchistes, est-ce que Julien Dray, pour toi, c'est une synthèse? Julien Dray, pour que les... Donc il est censé être socialiste, il fait des collections de montres à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Tout ça, bon, on sait, hein, il est passé devant la justice. Hein. Je sais. Donc même si la justice n'est pas indépendante du pouvoir politique... L'a-t-elle déjà été? Qu'est-ce que tu penses de Julien Dray? C'est un des fondateurs de SOS Racisme. Et ce qu'avait parfaitement dit Jean-Pierre Chevènement à cette époque, quand il était encore membre du Parti Socialiste, hein, au début des années 80, il avait dit c'est simple, on vient d'abandonner le combat social, on se réfugie dans le combat sociétal avec un antiracisme qui... Il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas lutter contre le racisme, ce n'est pas le problème, mais faire de l'antiracisme la cause absolue de combat, c'est oublier quel est le principal problème, c'est-à-dire celui pour la lutte pour le pouvoir économique, politique, etc., qui permet de justement mener parfaitement cette lutte des classes. L'antiracisme, il s'est transformé en véritable idéologie de substitution pour abandonner la lutte des classes, pour accepter la construction européenne profondément libérale. Et tout cela, d'ailleurs, je constate que j'entends très très peu de gauchistes parler, par exemple, de sortie de l'Union européenne, ou du moins de combat de l'Union européenne. Ou de contrôler sa propre monnaie. Oui, alors ça... si j'en connaissais, ça m'étonnerait, mais bon. Est-ce que Martinez de la CGT est un gauchiste? C'est pas tout à fait la même chose, il vient quand même d'un milieu ouvrier au départ. Simplement, je dirais qu'en revanche, au sein de la CGT, il y a eu très clairement une contamination, oui, qui s'est opérée, et qu'à partir de là, au sein de la CGT, nous voyons des gens qualifiés d'extrême droite, par exemple, je prends le cas de l'historienne Annie Lacroix-Rize, qui est qualifiée d'extrême droite ou je ne sais quoi, parce qu'elle démontre clairement ce qu'est la lutte des classes historiquement, d'un point de vue historique. C'est une historienne qui va voir les archives, qui explique parfaitement ce qui se passe, alors elle est qualifiée de complotiste, etc., y compris au sein de certains cercles de la CGT. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu contamination, malheureusement, gauchiste. Mais alors, est-ce que là, t'en parles comme une maladie, oui. Une maladie mentale, infantile. Lénine le dit avant, 100 ans avant. Donc, Mais est-ce que ce n'est pas lié en fait à l'évolution, à la tertiarisation de notre société? Plus en plus de gens qui sont coupés de la réalité et qui se réfugient dans des mondes, donc avec les hippies, dans des mondes opiacés ou sous LSD, mais là c'est dans la virtualité. Alors peut-être que ça a pris plus d'ampleur, même si ça existait du temps de Lénine, sinon d'ailleurs Lénine ne l'aurait pas écrit son ouvrage. Je dirais que le libertarisme, en tant qu'idéologie, qui ne cesse de voir finalement toute forme d'autorité comme une catastrophe absolue, c'est vrai, a gagné en influence culturelle, incontestablement en France. C'est en partie lié à la tertiarisation, pas seulement, parce que en réalité c'est quelque chose qui existait déjà dans la société industrielle de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'est vrai que là ça a pris une ampleur considérable. Je dirais que également
la criminalisation du communisme, du marxisme-léninisme a beaucoup contribué également. Parce qu'à partir de là, ce qui est devenu comme le meilleur rempart contre l'extrême droite, le fascisme, que sais-je encore, c'est apparemment, pour ces gens-là du moins, c'est devenu la dénonciation permanente de je ne sais quoi, de la xénophobie, etc. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas, mais c'est devenu une idéologie de substitution. On n'organise pas une société comme ça. On organise une société à partir de bases sociales, politiques, économiques, qui sont très clairement définies. D'accord. Bah écoute, merci pour toutes ces informations et cet éclairage, toujours intéressant d'échanger. Bah écoute, merci à vous. On en apprend tous les jours et ça nous fait poser pas mal de questions. Et c'est le plus important, et je pense très sincèrement que la nécessité d'organisation, de structuration d'un mouvement, aussi spontané soit-il au départ, c'est la meilleure réponse et la meilleure façon de pouvoir combattre l'ennemi de classe qui, lui, est bien organisé et tout le jour le démontre en tirant, en éborgnant et en tapant sur les gilets jaunes. Bah, il n'y a pas 36 moyens. Hein. Quand tu veux faire une opération, que ce soit un péage ou une autre opération, tu dois être organisé. Et pour être organisé, tu es obligé d'être structuré. Même si cette structuration, cette hiérarchie, celui qui est responsable, son adjoint, bah, c'est au mérite. Et ce qui n'interdit pas, accessoirement, qu'il y ait un contrôle à la base pour être bien sûr que le mandat est bien rempli. Bah, c'est ce qu'on fait en AG. Oui. Et sachant que la hiérarchie est très liquide, c'est-à-dire sur d'autres opérations, d'autres projets, tu as d'autres compétences et d'autres personnes qui sont plus compétentes et qui ont montré leurs compétences, qui sont amenés à d'autres postes de responsabilité. Bien sûr, mais là encore, d'un certain point de vue, ce que je vais dire est banal, il faut tout pour faire un monde, mais je suis conscient que je considère que chacun doit exercer un rôle avec ses compétences à n'importe quelle tâche et que c'est à partir de ce moment-là que l'on avance. Le problème, c'est quand il y a des personnes qui arrivent souvent après les combats, qui n'ont rien fait avant et qui viennent avec des mots d'ordre très offensifs sans avoir mesuré la réalité du combat concret. C'est ça le véritable problème. Et c'est une tentative de débordement. Ça, c'est profondément du gauchisme. D'accord. De toute façon, il n'y a que le terrain qui paye. Donc, vous le savez très bien, les amis, on sort du virtuel. Il faut sortir du virtuel à un moment ou à un autre. Et être dans le réel, la réalité, analyser concrètement une situation concrète, ce que disait déjà Lénine. Donc, pour rappel, tu es marxiste-léniniste, hein, voilà, si vous n'aviez pas compris. Voilà. Voilà. En tout cas, merci de toutes ces infos. C'est des pistes de réflexion, toujours très très intéressant. N'oubliez pas, montez des équipes, les amis, et le pouvoir visible, c'est les politiques, bien sûr, mais le pouvoir véritable, c'est les banques, les fonds de pension, voilà. Force et honneur. Force et honneur. On ne lâche rien. Citoyens et camarades. Aou. Aou.